L'Afrique apparaît aujourd'hui comme la région du monde la plus affectée par les crises sociopolitiques. Joseph Kizerbo le disait, à quand l'Afrique? Mais en attendant, ici à cette Afrique, nous décryptons, nous proposons et nous invitons les Africains à plus d'engagement pour une Afrique qui réussit. Bonjour fidèles téléspectateurs de cette Afrique et merci de nous rejoindre pour cet autre numéro. Aujourd'hui également, nous parlerons d'actualité africaine, de la sous-région et de l'Afrique également. Avec nos chroniqueurs, nous allons pouvoir, pendant 90 minutes, éplucher chacun de ces sujets afin de proposer des solutions et pourquoi pas des recommandations pour une Afrique qui avance toujours. Monsieur Congo, bonjour à vous et merci de votre présence à cette émission. Bonjour Monsieur Pafarnam et bonjour à toute la chaîne LCA. Merci. Nous soulignons que vous êtes expert en communication responsable. Juste à côté de vous, nous avons M. Savadogo Daouda, vous êtes analyste politique. C'est bien cela. Bonjour M. Pafarnam. Bonjour chers téléspectateurs. Merci de votre participation à cette émission. Juste à ma gauche, nous avons également M. Tal Issouf. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Pafarnam. Merci bien. Voilà, vous êtes homme de culture, voilà, homme de culture également, averti également en stylisme, c'est bien cela. Bien sûr. Juste à côté de vous, nous avons également M. Ouedraogo Sibiri Ismaël. Vous êtes gestionnaire en ressources humaines. Tout à fait, merci. Merci de votre participation à cette émission. Merci. Bonjour aux téléspectateurs de cette Afrique. Merci. Merci. Comme chaque dimanche, ici, à cette Afrique, nous décryptons l'actualité, nous passons en revue les sujets afin d'apporter nos idées également, nos propositions de solutions pour une Afrique qui réussit. Aujourd'hui, nous parlerons actualité sous-régionale. La CEDEAO joue encore une fois sa crédibilité dans le contentieux opposant le président Faure Gnassingbé et une bonne partie de l'opposition togolaise qui, du reste, conteste la réforme constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale le 19 avril 2024 en déposant un recours. La décision de la CEDEAO vaut-elle encore son pesant d'or dans la résolution des crises au sein de l'espace communautaire? Avec nos invités, nous allons faire le tour de la question et également nous allons pouvoir tirer le meilleur de ce sujet. Le deuxième sujet que nous allons traiter, nous allons au Burkina Faso, le lundi 22 avril, dans la région des Cascades, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, déclarait que la guerre que mène le Burkina Faso n'est pas seulement contre le terrorisme, avant de marteler avec force, préparez-vous à une guerre de haute intensité. Ces propos du chef de la transition sont-ils une simple mise en garde contre les ennemis et leurs complices ou une réplique ferme à des intentions de velléité et de déstabilisation avérées? Également avec nos chroniqueurs, nous ferons le tour de cette question. Troisième sujet à l'ordre de notre émission, selon le ministre malien Al-Ousseinou Sanou, en charge de l'économie et des finances, le Mali vient d'obtenir un accord avec la Banque mondiale portant sur un décaissement de 60 millions de dollars, soit 37 milliards de francs CFA, pour l'amélioration de l'électricité au Mali. C'est au cours des réunions du printemps 2024 du FMI et du groupe de la Banque mondiale tenues du 15 au 20 avril 2024 à Washington. Quel est le deal derrière cet endettement, connaissant le rôle de ces institutions de Bretton Woods? Dans un passé récent, nous avons tous connu ici en Afrique des pays qui ont vécu sous le joug, on va dire sous le poids du programme d'ajustement structurel. Également, avec nos différents chroniqueurs, nous en parlons. Et enfin, le quatrième sujet, les partis politiques au Mali, regroupés en organisation, ont saisi la Cour suprême aux fins d'annulation du décret présidentiel du 10 avril dernier qui suspend les activités des partis politiques et des mouvements à caractère politique. On se pose la question, le bras de fer entre ces organisations et la transition malienne aura-t-il véritablement lieu? Bonjour encore une fois et bonjour encore, chers chroniqueurs. Avec vous, nous ferons le tour de ces différentes questions et nous allons pouvoir donner le mieux en termes de solutions, en termes de recommandations à nos différents téléspectateurs qui nous suivent depuis leur salon. Nous débutons cette émission avec le Togo. Le Togo est rentré dans une nouvelle réforme constitutionnelle
Passant ainsi le régime présidentiel à un régime parlementaire. Est-ce que le Togo pourra-t-il, avec des élections régionales et également parlementaires qui pointent du nez le 29 avril, c'est-à-dire lundi prochain, est-ce que le Togo pourra véritablement aller à ces élections avec cette crise également qui se vit actuellement dans le pays? Suivons ensemble cet élément avec la voix de Aurélia Miningou. 13 partis politiques au Togo ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour le retrait de la nouvelle constitution alors que le pays organise des élections législatives et régionales le 29 avril 2024. L'Alliance nationale pour le changement, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral et les forces démocratiques pour la République, entre autres, demandent à la Cour de justice de la CEDEAO de condamner la République du Togo pour la révision de la loi organique. L'opposition craint que le nouveau texte permette la prolongation à la tête du pays du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Coup d'État constitutionnel. Un crime imprescriptible selon la Constitution n'a qu'un objectif: maintenir en place un régime obsolète et permettre à un homme de conserver le pouvoir sans jamais plus avoir à affronter le suffrage universel. Dans le processus de révision constitutionnelle, l'opposition togolaise se dit marginalisée. Ces partis politiques dénoncent une modification de la Constitution effectuée sans débat public ni consensus. Du côté de la CEDEAO, la saisine qui date du 18 avril a été reçue, mais l'organisation régionale n'a défini aucun calendrier pour l'examen du recours. Nous devons nous battre jusqu'à la restauration du droit des citoyens de choisir leur président de la République au suffrage universel. Au Togo, près de 2500 candidats sont en lice pour une place à l'hémicycle, tandis que 284 listes de candidats ont été retenues pour l'élection des conseillers régionaux. Dans le pays, la campagne électorale prend fin 48 heures avant le scrutin. Les missions d'observation de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie sont déployées sur le terrain depuis le 24 avril 2024. L'opposition vise la majorité parlementaire pour stopper la promulgation de la nouvelle constitution togolaise. Alors, chers chroniqueurs, nous venons de suivre à l'instant cet élément avec la voix de Aurélia Miningou. Avant d'aborder la question de la crédibilité de la CEDEAO dans les décisions qui vont être prises très prochainement, décryptons ensemble déjà cette réforme constitutionnelle qui a eu lieu au Togo. Déjà, ensemble, cette réforme, elle l'a dit tout à l'heure dans l'élément que nous venons de suivre, il y a des velléités de maintien au pouvoir du président Faure Gnassingbé qui est déjà au pouvoir depuis 19 ans déjà. Voilà, nous rappelons que, on va dire, la dynastie Yadema est au pouvoir au Togo depuis maintenant 60 ans. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a véritablement un coup d'État constitutionnel au regard de ce qui vient de se passer? Est-ce que cette forme constitutionnelle n'existe pas déjà? Et pourquoi c'est au Togo que ça pose problème, cher chroniqueur? Monsieur Savadogo. Bonjour. On va décrypter ensemble déjà cette réforme constitutionnelle avant d'en venir avec le cas de la CEDEAO. Bonjour, M. Pafana. Bonjour à vous, M. Savadogo. Par rapport à la question des élections et de la crise au Togo, je me rends compte que Faure est là-bas depuis 18 ans, depuis 2005. Donc, ils ont passé d'un système présidentiel à un système parlementaire. Moi, je pense que ça, là, ça ne peut pas mener une crise dans un pays. C'est un État qui, de manière souveraine, a décidé de passer d'un mode de gouvernance à l'autre. Je m'explique. Ce sont les députés de l'Assemblée togolaise. Des députés élus normalement lors d'élections qui ont voté cette loi. Et l'Assemblée nationale représente le peuple, à moins qu'on remette en cause leur légalité. Alors que c'est une Assemblée nationale qui a été élue naturellement. Maintenant, si les opposants ont dit que Faure Gnassingbé est là-bas, le président Faure Gnassingbé est là-bas depuis 2005.
et qu'il veut rester jusqu'en 2031. Ils ont dit qu'il a fait 4 ans, 4 mandats. 4 mandats. Et qu'il veut rebeloter jusqu'en 2031 parce qu'en changeant de système, ça lui permet encore de redonner son blason et d'utiliser notre système pour rester. Mais ce que moi je dis, M. Pafarnam, à ce stade-là, ça ne doit pas amener le Togo à vouloir traverser les frontières pour aller chercher des solutions. Nous, au Sahel, là, on sait ce que ça vaut que de ne pas s'entendre en famille et de sortir aller voir dehors. Personnellement, c'est ce que je l'ai dit, mais je dis que ça ne doit pas être l'objet d'une crise. Il y a combien de pays au monde qui ont passé d'un régime présidentiel à un régime parlementaire sans que le pays ne sombre? Jusqu'à preuve le contraire, le Togo est stable. Oui. Et c'est d'ailleurs même le pays modérateur et réconciliateur. Et c'est eux-mêmes qu'on prend chaque fois pour éteindre les crises. Oui, effectivement. Voilà, donc moi je me dis que bon, ça va pas poser Monsieur Congo, que reproche véritablement l'opposition? Qu'est-ce que l'opposition reproche véritablement au pouvoir de Togo, de Faure Gnassingbé? Bon, quand on suit les débats qui se mènent au niveau de l'espace public, et je crois que les Togolais sont contre la prolongation de la dynastie Eyadema. Ça, c'est ce qu'on croit savoir. Et les différentes velléités auxquelles cette dynastie a toujours fait recours quand il s'agit de l'approche d'une élection nationale. Ce qui fait que les choses ne se disent pas comme elles devraient l'être. Sinon, là je rejoins M. Sawadro dans sa critique, qui pense que dans la modification, dans le changement de la forme de gouvernance, en réalité, il n'y avait pas beaucoup de choses à se dire. C'est vrai que l'être humain a peur de ce qui est nouveau. Sinon, il n'y avait qu'à avoir à faire la part des choses pour prendre ce qui est, pour voir est-ce que c'est le régime présidentiel qui va amener, parce que quand on parle de la gestion, de la gouvernance, c'est ce qui va profiter au public, aux citoyens. Est-ce que la forme présidentielle et non, la forme parlementaire n'est pas mieux que la forme présidentielle? Regardons même au niveau de l'Afrique, je crois qu'il y a combien de pays? Je crois qu'il y a 4 pays. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Cap-Vert, je crois qu'il y a l'Éthiopie et le Botswana, voilà, si je ne m'abuse. Voilà. Et il faut prendre le temps pour regarder. C'est vrai que même dans le temps, vous savez que le Sénégal a connu ça. Avec Mamadou Dia, je parle sous le contrôle du doyen, Mamadou Dia et le président Senghor. Même la Côte d'Ivoire, en 1959, était au niveau du régime parlementaire. Donc, mais le véritable problème, ce qu'ils peuvent utiliser, qui est de mon domaine, et là où je suis d'accord, c'est quand ils disent que le texte n'a pas requis la participation de tous. Effectivement, que ce soit au niveau de l'Église catholique, que ce soit au niveau de la société civile, tout le monde reproche à ce mutisme, ce silence-là, voilà, qui a accompagné jusqu'à l'adoption du document. Voilà. Donc on vous revient tout à l'heure. Monsieur Congo, Monsieur Tal, pardon, nous décryptons voilà, la situation qui prévaut actuellement au Togo. Il faut dire que, alors, pour véritablement aborder la question, le problème pour moi, il a eu un préalable. Parce que oui, l'Assemblée nationale togolaise aujourd'hui est sans l'opposition. Et moi, je me dis que cette opposition-là aujourd'hui regrette quelque chose qu'elle a commis il y a longtemps parce qu'elle a fait la politique de la chaise vide pendant les législatives. Et aujourd'hui, voilà quelque chose qui est voté, en tout cas par les législateurs, qui ne va pas dans leur sens. Et donc, pour moi, elles se sont mis elles-mêmes le doigt dans l'œil. Et je profite
en tout cas donner ce conseil-là à tous. La politique de la chaise vide n'a jamais profité parce qu'elle nous rattrape à long terme. Et je pense qu'ils sont face à cela. Mais sinon, pour moi, Faure Gnassingbé, en tout cas, gagnerait également à chercher l'assentiment de tous. Parce que oui, c'est un régime parlementaire qui peut-être est nouveau pour le Togo, mais à mon sens peut apporter une plus-value, en tout cas à la gestion. Mais également, il y a une crainte parce que oui, la dynastie est également visible. Alors après environ 60 ans au pouvoir, et que c'est encore sous vous qu'on vient avoir ce modèle-là, ça sous-entend que vous voulez vous éterniser. Mais également, comme je l'ai dit plus haut, ça ramène à l'opposition, en tout cas cette erreur-là, d'avoir en tout cas commis la posture de la chaise vide lors des législatives. Merci. Et juste à côté de vous, M. Ouedraogo. Oui. Bon, sur cette question, il faut reconnaître que ce n'est pas le système en réalité que l'opposition condamne. Ce n'est pas le fait que sont en train de vouloir aller dans le régime parlementaire. C'est la personne même du président qui est visée ici. Si c'était un autre président qui avait été peut-être élu avant et qui voudrait passer à ce régime parlementaire, l'opposition allait consentir. Donc le vrai problème à l'heure actuelle, c'est le régime en réalité que l'opposition est en train de combattre. Sinon, ce n'est pas... Ce n'est pas la réforme en elle-même. Ce n'est pas la réforme en tant que telle. C'est tout. Alors, moi je voudrais quand même... il faut qu'on soit souvent réaliste. Il faut être réaliste sur le terrain pour comprendre réellement, comme M. Tall l'a dit, la politique de la chaise vide n'arrange pas ceux-là qui ont épousé cette forme démocratique. Il faut respecter les principes jusqu'au bout. Et ce que je peux dire sur ce point. Merci. Donc c'est dire que nous sommes dans une forme de... on ne parlera pas de coup d'État, mais on parlera d'intention de vouloir continuer la gestion du pouvoir tout en restant sous la dynastie Eyadema. On va aborder maintenant l'aspect CEDEAO dans la gestion de cette crise. La CEDEAO qui, dans la résolution de plusieurs crises au niveau de notre région, on va dire entre griffes, a failli dans la gestion de ces différentes crises-là. Est-ce que la CEDEAO, ces décisions qui vont sortir encore, valent encore, comme on le dit d'habitude, valent de l'or encore? Est-ce que ce qui va ressortir de ces assises au niveau de l'instance sous-régionale, voilà, ces décisions-là pourront encore aider véritablement à ramener la stabilité, parce que c'est encore un autre foyer qui est en train de... Un autre foyer de violence, pardon, qui est en train de se préparer. Parce que si demain il n'y a pas véritablement de résolution, il n'y a pas véritablement de sortie de crise, voilà, nous avons peur que la situation ne s'embrase dans ce pays. Monsieur Congo. Vous parlez de foyer. Je dirais même qu'il est même, il faut le qualifier, hein, il est incandescent. Il est incandescent déjà. Voilà, si des méthodes sérieuses et efficaces ne sont pas déployées à son encontre. Quelle peut être l'efficacité de la CEDEAO par rapport à cette situation? Il n'y a qu'à regarder de par le passé, en prenant même le passé le plus récent, c'est le cas du Niger, voilà, où la CEDEAO, en tout cas, a fait sortir ce qu'on a fait, toute son artillerie, tout son arsenal diplomatique, militaire et autres, voilà, pour rétablir la situation, en donnant toutes les garanties possible au président Bazoum qu'il serait rétabli dans ses fonctions. Et je crois que quelques mois après, le temps n'a pas donné vraiment, a donné raison aux profondeurs, voilà, de la CEDEAO. C'est pour dire que, alors qu'avant, ou du moins entre ce temps, 26 juillet et aujourd'hui, nous n'avons pas eu en tout cas des instances qui ont retravaillé sur les textes
de la CEDEAO en matière de démocratie, ainsi de suite, pour s'attendre à un autre comportement ou bien à d'autres propositions nouvelles qui pourraient aider le Togo dans l'état où il se trouve. Bon, ça dit qu'il faut s'attendre à ce que, puisque les élections vont avoir lieu le 29, oui. Les Togolais vont aller aux élections. Les députés élus et les conseillers régionaux élus vont commencer à s'installer. Et le premier ministre, qu'on appellerait le président du Conseil national, sera désigné. Le président sera installé. Ça dit que même si la CEDEAO va venir, ce sera le médecin après la mort. Et je vous rappelle que les observateurs sont déjà sur place au Togo. Donc, pour ces élections-là. Je dis bien que ce sera le médecin après la mort, à moins qu'il ne soit légiste pour faire l'autopsie, ça sera trop tard. Monsieur Ouedraogo, au regard de cette situation-là, l'opposition togolaise est, je veux dire, est en ordre de bataille. Les populations également, une partie de la population également n'est pas d'avis avec cette réforme-là. Alors, et les élections déjà locales, c'est pour le 29, c'est-à-dire demain. Alors, quel sera le scénario? Non. Il faut que les gens comprennent une chose. L'opposition a déjà perdu. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que la CEDEAO, c'est comme un tigre à papier, à l'heure actuelle. Je le dis haut et fort parce que le président n'attend qu'une décision de la CEDEAO pour pouvoir se libérer. Ça, je vais vous dire la vérité. Parce qu'à l'heure actuelle, reconnaissant la faiblesse de la CEDEAO par rapport à sa prise de décision qui n'ont jamais abouti, je vous dis et je le répète, le président n'attend que la CEDEAO pour pouvoir se décider et prendre, je vous dis, qu'est-ce qui prouve même que le président n'attend que cela pour dire bonjour à l'AES. Moi, je vous dis. C'est l'avis de M. Ouedraogo, M. Tal. Ben, il faut dire que c'est vrai, comme M. Congo et M. Ouedraogo, tout de suite, pour moi, la CEDEAO, c'est vrai, elle vomit, elle est vraiment, en tout cas, dans toutes ses difficultés, mais également, regarde la période à laquelle elle a été saisie. Alors, quand on prend cette période-là, est-ce que le problème, il ne réside pas dans le deadline? Parce que, oui, si on prend la CEDEAO à ce niveau donné-là, ben, pour moi, elle ne... Comme l'a dit M. Congo, elle viendra et elle sera présentée comme... Je crois vous m'excusez, je crois que c'est le 18 avril voilà, que la CEDEAO a été saisie. Voilà. Alors que pour une élection du 29, ben, vous convenez avec moi que oui, même pour sa bonne foi, elle ne pourra venir qu'après les élections. C'est en ce sens-là que oui, elle se retrouve dans une mauvaise position. Et ça la dévalorise davantage. Mais je pense que les peuples se doivent de, en tout cas ceux qui se réclament encore de la CEDEAO, se doivent de lui donner véritablement tout son sens. C'est vrai que les dirigeants se doivent également de travailler à revaloriser la CEDEAO. Sinon, présentement, elle est comme, en tout cas disait M. Ouedraogo, un tigre à papier. Mais c'est tout de même l'image d'un tigre qu'elle représente. Et donc, pour cela, elle peut encore remonter la pente si elle décide de faire les toilettes de ses textes. Et ça va lui donner véritablement une crédibilité. Mais également, ceux qui se réclament encore à elle doivent éduquer leur peuple à ce qui concerne respecter cette instance-là. Parce que pour moi, elle vaut son présent d'or. La CEDEAO, le tigre de papier, est-ce que cette lecture-là, est-ce que les populations togolaises n'auront pas cette même lecture et prendre en main voilà, leur avenir? Parce que les élections, c'est demain. Est-ce qu'on ne craint pas des velléités de protestation, de boycott? Est-ce qu'on ne craint pas cela véritablement? Monsieur Pafana, c'est une échelle de 10 problèmes en Afrique de l'Ouest. CEDEAO. La CEDEAO, la Cour de justice ou la CEDEAO en a réglé combien? Sur 10, il n'y a pas plus d'un seul problème qu'elle a réglé, puis c'est des problèmes cosmétiques et pas très graves. Les grandes crises qui naissent en Afrique de l'Ouest, lorsque la CEDEAO met sa main dedans,
ça se termine en catastrophe et je vous donne les preuves. Je vous donne les preuves. Ça, je l'assume. Oui, allez-y, allez-y. Le terrorisme est rentré en Afrique. Lorsqu'on éliminait Kadhafi, un grand nombre de pays de la CEDEAO étaient adossés à la Libye. La Libye a implosé. Ça a débordé, c'est venu au Sahel. Les pays de la CEDEAO. Si la CEDEAO était un organe crédible, parce que les terroristes envahissaient le Sahel en passant par le Mali, la CEDEAO elle-même aurait pu lever une armée pour que ça ne s'étende pas. Aujourd'hui, ça s'est étendu sur tout le Sahel. Premier échec. Deuxième échec, la gestion des coups d'État. Vous avez vu comment le coup d'État a été géré par les pays de la CEMAC, de l'Afrique centrale. Oui, le coup d'État au Gabon. Vous avez vu comment en Guinée, ça a été aussi réglé. Oui. Ici, c'est une guerre que la CEDEAO nous a déclarée. Il faut compter sur cet organe-là. Je vous dis, je termine en vous disant, demain, la CEDEAO va trancher de manière à ce qu'il y ait des troubles graves au Togo. On a l'impression que la CEDEAO est téléguidée. Et je termine en disant, les opposants ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO parce qu'ils estiment que s'ils partent aux élections, et qu'ils gagnent, et le plus grand nombre de députés, c'est cela. Bon, ils vont élire leur Premier ministre. Effectivement. Qui va gouverner le plus fort va partir. Effectivement. Ils n'ont pas confiance, ils estiment que les dés sont pipés et que Faure Gnassingbé va gagner, être Premier ministre, et reste président. Et là, au lieu qu'on dise que c'était un 5e mandat, donc comme il y a eu un changement, en fait, c'est ça. Mais la CEDEAO là, je vous dis, elle va jeter plus d'huile dans le feu là. Pour les Togolais, il ne faut pas qu'ils comptent. Donc, à s'entendre entre eux, je vous dis, avec la CEDEAO là, oui, allez-y rapidement. C'est les crises qui sont arrivées au Sahel là, qu'ils vont provoquer avant de partir. Ok, allons-y avec M. Congo. Bon, je crois que à l'étape actuelle de la situation, il y a un seul espoir qui reste, même s'il est maigre. C'est au niveau du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel. Voilà, ça dit que le texte a été voté. Voté, oui. Et il faut que le Conseil constitutionnel se prononce. Se prononce, effectivement. Et bon, s'il est un Conseil constitutionnel comme celui du Sénégal que nous avons vu, salue le peuple togolais qui n'est pas pour le nouveau texte. C'est cela. Maintenant, si ce n'est pas le cas, et on peut comprendre que c'est fort possible qu'il ne soit pas le cas, parce qu'il y a déjà un des députés qui a demandé son avis et il a refusé, je parle du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer, voilà, sur un dossier qui est en cours. Bon, je trouve qu'il est dans sa logique aussi de donner une telle réponse. Pour la CEDEAO, j'avoue que j'ai appris à connaître l'esprit de la CEDEAO à travers l'interview du président Mélégué Maurice Traoré sur Info, c'est Info quoi, le média là, le 15 février 2024. Quand vous lisez les réponses que donnait le président Traoré et Maurice Mélégué Traoré, vous vous rendez compte que on n'a pas d'abord une structure à même de régler nos problèmes, surtout en matière de gouvernance. Et que tout est à refaire. Voilà. Au peuple togolais, c'est pas que je lance des propos insidieux et séditieux. Mais bon, leur avenir est entre l'avenir des Togolais entre leurs mains, parce que déjà il a fallu que l'Assemblée soit monocolore, comme M. Tal l'a dit, pour qu'on soit à cette situation. Si en tout cas ils veulent un avenir radieux, comme ce qu'ils pensent, ils n'ont qu'à vraiment lutter et ne pas s'attendre
à la décision de la CEDEAO. À la décision de la CEDEAO. Le peuple togolais a son destin entre ses mains. Oui, le peuple togolais a son destin entre les mains, mais également, pour moi, jusqu'à aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas perdu toute sa crédibilité. C'est vrai qu'elle est très fébrile, mais elle n'a pas perdu toute sa crédibilité. Elle peut encore se faire valoir. Et ici, je pense qu'on lui a donné une occasion de se faire valoir, même sur les deadlines, elle est très coincée. Et en évidence, M. Congo a mis en évidence, on va dire, le Conseil constitutionnel, qui est une instance qui peut encore permettre que les choses aillent dans le sens de redorer le blason du peuple togolais et redorer également le blason de la CEDEAO. C'est vrai qu'elle est en mauvaise position, la CEDEAO, mais elle ne joue pas son va-tout dans cet élément togolais-là. Et je pense encore que, oui. L'espoir est permis. L'espoir est permis. L'espoir est permis. Ouais. Monsieur Sibyl n'est pas possible. Oui, monsieur Ouedraogo Sibyl n'est pas de cet avis-là. Il y a la campagne au niveau du Togo. C'est cela. Et quand ils sont entrés, en fait, le train est en marche. Ouais. Vous pensez que le train étant en marche, ce train peut être arrêté par C'est difficile. la CEDEAO? C'est difficile. Non. C'est difficile. Soyons réalistes. Les gars sont en campagne. Ou bien. Donc, moi, je pense que les dés sont déjà bipés. Pour ce combat, je ne sais pas, peut-être d'autres combats. Sinon, ce n'est pas pour que la CEDEAO vienne dire non. Ce que vous avez décidé, remettez les choses au départ et puis après réorganiser ou quelque chose comme ça. Non, est-ce qu'on est d'accord pour ça? Elle ne peut forcément pas dire ça. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pour dire non, nous mettons en cause ce que vous avez décidé, n'est-ce pas? Elle peut jouer la carte de l'apaisement. En quoi faisant? Oui. Et ce que l'opposition souhaite, ce que une partie de la population togolaise souhaite, c'est le retour au régime présidentiel. Est-ce que ce sera possible? Quand on parle d'espoir perdu, est-ce que c'est possible? C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Le train est en marche. Il y a plus Et de la marche CEDEAO, arrière. La CEDEAO ne peut que constater si réellement la CEDEAO... Bon, je ne sais même pas pourquoi, mais je me dis que si la CEDEAO veut toujours qu'on croit en elle, je vous assure qu'elle doit se démarquer de ce qui se passe à l'heure actuelle au Togo. Comme M. Congo l'a dit, la CEDEAO viendra en tant que médecin légiste pour juste faire l'autopsie. C'est tout. Voilà, donc les observateurs sont déjà au Togo pour les élections, déjà demain 29. Et c'est dire que vivement, nous souhaitons, comme nous le disons toujours, nous souhaitons une Afrique meilleure, une Afrique qui réussit, et vivement que des solutions soient trouvées à cette crise togolaise. Nous passons à présent, chers chroniqueurs, au deuxième sujet de cette émission. Nous sommes au Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré lundi dernier « Préparez-vous à une guerre de haute intensité ». Suivons ensemble son intervention avant le décryptage. On est là ce matin pour vous féliciter. Ça, il faut le dire du fond du cœur, on est là pour vous féliciter. Pour tout le travail que vous avez pu abattre dans cette région. Je dirais dans ce groupement, parce qu'il s'agit de là et aussi de la région du sud-ouest. Félicitations pour tout le travail, félicitations pour cette bonne symbiose. Grâce à vous, presque 100% de ce territoire est conquis. Vous êtes en phase de consolidation. En tout cas, félicitations pour tout le travail abattu. Nous avons pu suivre avec vous les opérations dernièrement, avec beaucoup d'amertume aussi, lorsque vous voyez les terroristes franchir le fleuve, se retrouver à moins de 50 mètres de vous et que vous n'avez pas la capacité d'engager, parce que vous n'avez pas l'autorisation. Ça fait partie de votre discipline de formation. Mais retenez que ceux qui ont pu échapper à votre furie, qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière, se prépareront certainement, puisque c'est une base arrière. Ils vont se préparer et essayer de revenir. Alors, je souhaite que vous fassiez corps avec les VDP que vous avez installés un peu partout, avec toutes les unités en position avancée, que vous puissiez continuer à intensifier les patrouilles, de sorte que, lorsqu'il doit revenir, il n'y a qu'une seule chose qui l'attend, c'est la mort. Nous sommes à cette étape actuellement. C'est sans pitié, c'est sans répit. On ne continuera pas de mourir inutilement. Vous êtes allés vers eux, vous les avez délogés, vous avez récupéré vos terres. Il n'y a pas de raison qu'ils reviennent encore. Nous ferons tout pour vous mettre à niveau aussi, pour que vous puissiez les stopper.
c'est ainsi. Donc, redoublez de vigilance, prenez courage encore, continuez à fortifier avec les VDP qui sont sur le terrain, avec les unités en position avancée. S'il faut ériger des murs, on le fera. S'il faut creuser, on le fera. Félicitations pour tout le travail, beaucoup de courage. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. Voilà, nous venons de suivre l'intervention du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Mise en garde, réplique. Alors, chers chroniqueurs, à quoi on doit s'entendre véritablement? On va ensemble décrypter d'abord son intervention et puis ensemble on va essayer d'entrer dans les différents échanges. Allons-y avec M. Tal. Il faut dire que oui, personnellement, je lui fais un boom parce que j'ai vu un chef d'État déterminé, un chef d'État galvanisant sa troupe, un chef d'État, oui, prêt à tout. Alors, c'est vrai que également, je pourrais lui dire, il a parlé de décolonisation. Bon, ce mot-là m'a fait un peu bisounours parce que pour moi, ben, nous avons fini avec la colonisation. Nous devons travailler à éviter la recolonisation. Je ne sais pas si le chef d'État est de cette oreille, mais à le voir déterminé, je pense qu'effectivement, il donnera tout pour que alors, quiconque voudrait nous attaquer rencontre les forces de défense, en tout cas bien équipées et prêts à défendre la nation. Mais ce qui me plaît bien, c'est que j'ai vu véritablement un manager déterminé. Et ça redonne confiance. Et il a parlé de plus de 100% de la zone, oui, en tout cas du territoire récupéré. Tout ça sont presque récupérés plutôt. Tout ça sont des choses qui, en mon sens, viennent faire renaître, en tout cas, la confiance. Oui, voilà pourquoi en tout cas, j'omets le mot, en tout cas, colonisation. Parce que, oui, on ne veut que la tranquillité. Et quiconque peut se permettre de penser à troubler ta quiétude, ben, tu te dois de te donner les moyens de te défendre. Et présentement, je pense que c'est ce qu'il a éveillé en moi. Monsieur Ouedraogo, un message de réconfort et surtout de beaucoup d'espoir également. Oui,
savez, je vous assure que quand on écoute le président du Faso, vous allez vous rendre compte qu'il est réellement sincère dans ses propos. Et sa communication, c'est la vérité. Vous savez, quand vous êtes en guerre, il faut avoir de la franchise pour que ceux-là qui pensent comprendre ou ne pas comprendre, comprennent réellement le terrain. C'est en cela que j'ai dit non. En réalité, il s'est adressé aux troupes. C'est pas ça. Mais c'est à la population, au niveau aux troupes, et aussi au niveau régional, pour ne pas dire international. Parce que les propos du chef de l'État seront suivis. Et c'est en même temps pour permettre aux peuples africains de le suivre et de se réveiller. Parce que la guerre, là, quand il parle de l'intensité, on va intensifier, c'est de ça que vous parlez. Oui. Ce n'est pas de l'amusement. Ça veut dire que nous devons nous réveiller. Tout le monde doit se réveiller et tout le monde doit comprendre qu'en réalité, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc, je le félicite pour ça. Merci. Donc, on continue le décryptage, M. Congo. J'ai senti tout à l'heure que M. Congo voulait applaudir. C'est de l'émotion, c'est un message plein d'espoir. Bon, c'est... il faut reconnaître que pour un citoyen normal, le message du président de la transition ne le laissera pas indifférent. Je ne suis pas un militaire, mais je me voyais être adoubé en moi-même par ce message qui galvanise. Surtout quand je sais que les militaires étaient en face de lui et on lisait ce qu'on appelle la métempsychose du message du président sur le visage de sa cible. La métempsychose, c'est-à-dire la transmission directe de son esprit et de son âme à son public cible. C'est une communication de guerre et en même temps une communication publique et sociale. Voilà. Et les cibles de cette communication, on les connaît. La première cible directe, pour ne pas dire le cœur de cible, ce sont les acteurs qui sont dans la lutte nuit ou jour. L'autre cible, ce sont les citoyens comme nous autres. Mais il y a une autre cible aussi, parce que le lieu même pour transmettre le message n'est pas neutre. Pourquoi? C'est dans les cascades que ce message a été donné. Et il a été un peu plus explicite en parlant de traverser le marigot. On va l'ennemi traverser le fleuve ou bien la rivière et on ne peut pas aller le chercher. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et peut-être que vous allez revenir sur la question, oui. Mais pour celui qui a écouté sa longue interview hier avec les médias, je crois qu'il a expliqué davantage voilà, le contenu de ce message-là qu'il a livré à Banfoura. Monsieur Sawadogo. Oui. Allons-y, un décryptage de l'intervention du capitaine Ibrahim Traoré. Par rapport au discours du capitaine, son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, je crois que c'est un message qu'il envoie au peuple burkinabé. Il veut nous conscientiser sur la menace qui pèse sur nous. Il s'adresse à deux entités. D'abord, pour encourager son armée, de lui dire que les mois et les années à venir, ça va être très dur et qu'il faut se préparer psychologiquement et avoir le courage. Il veut informer à son peuple l'engagement citoyen, à savoir la contribution pour l'effort de guerre. L'engagement physique, quand on dit qu'on veut 100 000 VDP, on en a 200 000. En fait, c'est ce message. Maintenant, il a dit quelque chose de fondamental qu'il a laissé échapper. Il dit qu'eux, ils pourchassent les terroristes. Tout le monde sait ce qu'ils font ici. Tuent femmes, enfants, brûlent les villages, ils volent, ils violent, ils font tout. Et quand ils arrivent à l'une des frontières, ils traversent la frontière.
eux ne peuvent pas traverser à cause des conventions. Et puis bon, en tout cas, ce qui est sûr, ailleurs, au Mali, on peut traverser. Au Niger, on peut, mais certains pays, on ne peut pas. On n'a pas cité. Maintenant, ces terroristes sont là-bas, eux, ils les voient, mais ils ne peuvent pas aller. Ça veut dire qu'il dit que la guerre de haute intensité, là, est là. Il n'est pas exclu que le Burkina Faso soit envahi à partir de là où il dit. Et il sait de quoi il parle. Donc quand il dit une guerre de haute intensité, là d'où vient la menace là, si des pays voisins peuvent héberger des terroristes, sont combien? Et si vous hébergez des terroristes, je suppose que vous les armez, vous les équipez, vous les nourrissez, vous les donnez du renseignement. En fait, c'est ce message. C'est ce message qu'il a passé. Voilà. Maintenant, dans son intervention, le chef de l'État a mis en garde. Et à la fois, il a répondu également à certains propos qui ont également été dits sur différentes plateformes, et également certains messages qui ont été véhiculés sur certaines plateformes. Est-ce que dans cette posture, cher chroniqueur, parce que le chef de l'État, en début d'année, a parlé de l'introduction de la guerre, il a parlé également du développement de la guerre. À quoi on doit véritablement s'attendre quand le chef de l'État dit que nous allons passer à une guerre de haute intensité? Et également, il a dit que cette guerre n'est pas que militaire. À quoi on doit s'attendre véritablement dans les prochains jours? Ce n'est pas que le terrorisme. Ce n'est pas que le terrorisme, voilà. À quoi est-ce qu'on doit véritablement s'attendre? Parce que c'est une autre phase de la guerre qui va commencer, véritablement. Monsieur Tal. Pour moi, effectivement, aujourd'hui, il faut s'attendre plutôt à la phase où, vous voyez la détermination que j'ai vue en ce chef d'État et en son adresse à la nation, ça vient me démontrer que oui, il a compris une chose, c'est que tout doit aller ensemble. La nation se bat contre le terrorisme parce que également il a dit qu'ils savent que nous allons vaincre le terrorisme et ils savent que nous sommes en train de le vaincre. Donc par conséquent, aujourd'hui, il déballe en même temps une panoplie d'actions pour la revalorisation de cette nation-là même. Donc oui, la guerre s'est intensifiée et sur tous les niveaux. C'est à nous, population, parce que oui, voilà également un chef d'État qui sait reconnaître ce qu'apporte son peuple dans ce que nous vivons. Et donc pour moi, oui, tous les chantiers sont ouverts. Ça sous-entend que la guerre n'est pas que militaire, elle est également dans le développement, elle est également dans la compréhension et dans l'évolution morale, donc socio-politique et sociale. Donc c'est tous ces chantiers-là qui, à mon sens, et aujourd'hui, au vu du fonctionnement au FASO, nous voyons effectivement que tous ces chantiers-là sont ouverts. Alors, monsieur Ouedraogo, la guerre de haute intensité, à quoi on doit s'attendre véritablement dans les prochains jours? Non. C'est pour dire que, on doit se préparer. On doit se préparer pourquoi? Parce que quand on regarde un peu l'organisation et l'évolution de la guerre à l'heure actuelle, vous allez vous rendre compte que, en dehors des éléments que nous combattons à l'interne, il y en a au niveau sous-régional qui nous empêchent d'évoluer et qui, en réalité, tissent des relations avec nos ennemis extérieurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même qu'on communique pour faire comprendre à la population que nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Aussi, en même temps, le message interpelle les voisins. Si vous nous laissez brûler notre case, notre case est en train d'être brûlée. Venez nous aider à éteindre le feu. Même si vous ne venez pas, nous allons nous battre. Mais sachez que demain, ça risque d'être de votre côté, que vous allez peut-être nous demander un soutien. Donc, la haute intensité veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons redoubler d'efforts pour lutter contre l'ennemi interne, externe et international. Monsieur Ouedraogo parle d'ennemis externes, d'ennemis internes. Est-ce que les cibles sont véritablement connues quand on décrypte un peu le message du chef de l'État? Oui. Le chef de l'État même a cité dans son message quelques ennemis.
Et c'est, même si il n'a pas été très précis, en employant des termes voilés, on sait que ce sont ceux qui sont aujourd'hui qu'on peut appeler les déçus. Voilà. Et les déçus, c'est qui? Quand on parle de l'écolonisation, qui nous avait colonisés? Voilà, c'est ceux qui nous avaient colonisés qui vont revenir, ou du moins qui sont là et qui veulent encore nous recoloniser. Vous voyez que, je ne sais pas si c'est par pure coïncidence, lui-même il a répété dans son message, les déclarations de l'ancien chef d'état-major de la France, le général François Lecointre. Lecointre, oui. Et il a versé les mots et les termes sans système voilé. Sans système voilé. Et il a dit qu'ils vont utiliser tous les moyens, en citant même l'humanitaire, pour en tout cas sauver des peuples qui sont sous le joug des différentes jointes. Des différentes jointes, effectivement. Voilà, ça c'est clair. Donc clair. Voilà par exemple un cas d'ennemi. Et tenez-vous bien, j'ai cherché à connaître davantage ce monsieur en repartant depuis sa formation, en collectant des informations depuis sa formation à Saint-Cy. Ah non, si ce monsieur-là professe, je dis bien professer, de tels propos, c'est que il y a réellement des intentions. Des intentions. Avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. Donc c'est dire que ce que le chef de l'État dit, c'est véritablement fondé et également c'est, on va dire, toutes ces mesures de préparez-vous à la guerre de haute intensité, ces mesures également ont été prises également. Oui, et il faut, je me demande même s'il n'y a pas une brouette dans cette déclaration. Parce que quand vous prenez la brouette, ce n'est pas la brouette en elle-même qui se déplace. Effectivement. Voilà, il y a d'autres mains invisibles. C'est cela. Voilà, qui tiennent la brouette pour qu'elle puisse marcher. C'est cela. Et là, avant qu'il ne le déclare, nous aussi qui sommes intelligents, on était capables d'imaginer que la chose n'allait pas rester comme ça parce qu'on a une résilience que je qualifierais de triomphaliste aujourd'hui. Voilà, qui va attirer les gens à venir nous gratter davantage pour voir ce qu'il en est. Monsieur Savadogo, au-delà de ce que le chef de l'État a dit, voyons un peu les différents aspects de cette guerre dont il a parlé, cette guerre de haute intensité. Nous avons vu hier dans l'actualité que le CSC, le Conseil supérieur de la communication également, a suspendu des médias qui ont véhiculé des informations, on va dire, qui tendent à mettre le feu, voilà, on va dire, à jeter l'huile sur le feu. Également, la semaine dernière, nous avons parlé d'activités subversives de diplomates français qui ont été expulsés également du pays. Est-ce que cette guerre informationnelle, là également, sera prise véritablement en compte? Et le rapport de Human Rights de Human Rights Watch également. Est-ce que la guerre informationnelle également sera véritablement à l'ordre du jour? C'est dans un tout, dans un ensemble. Le message du président, lorsque vous le décryptez, vous vous rendez compte que le Burkina Faso a affaire à trois entités. La première, c'est certains Occidentaux qui ont fait des déclarations. La deuxième, c'est des Burkinabés qui vivent avec nous. Second, et la troisième, certains pays voisins qui n'a pas cité. Et il a cité dans une des parties là. Mais je vous dis, monsieur Pafarnam, le général Lecointre, ancien chef d'état-major général des armées françaises, c'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'il n'est plus sous les drapeaux, ça veut dire qu'il est devenu citoyen libre, il peut dire ce qu'il veut. Mais je me dis qu'il véhicule le message officiel. Avec son manteau de citoyen libre. Effectivement. Il dit que l'Europe doit réengager ses forces sur le continent africain pour défendre ses intérêts. Et il a parlé d'autre chose. Ensuite, sa ligne de mire, c'est le Burkina, le Mali et le Niger. Pour le général Lecointre, les humains qui vivent dans cet espace-là, ils n'existent pas. C'est la terre là, et la nature qui les appartient. Mais il l'a dit, c'est-à-dire qu'il n'a même pas pris de gants. Il veut dire, on va avec nos armées et récupérer
ce qui nous appartient. Ce qui nous appartient. Je finis de parler. Oui, allez-y, allez-y. Et ça, s'il le dit, qu'ils vont venir même utiliser leur armée pour récupérer, c'est ça la guerre. C'est pas fini. Allez-y. Il y a comment dirais-je, un journaliste expulsé du Mali qui est sorti sur une grande chaîne européenne, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui dit que leur objectif est d'utiliser les sociétés civiles pour faire des insurrections afin de renverser les trois transitions. Et je termine. Un premier ministre occidental est venu chez un de nos voisins. Il a été reçu par les autorités avec le tapis rouge. Et il dit, concernant certains pays, lui ne discute pas avec les officiels, ni les dirigeants, mais lui il discute avec la société civile. Le Burkina sont 24 millions d'habitants. La société civile ne représente pas les 24 millions d'habitants. Il y a combien entre nous ici? Il y a combien de personnes qui sont affiliées à des associations? C'est pour cela que le président dit la guerre de haute intensité là, elle est là, sans compter qu'il a ajouté que tous les opposants qui veulent voir sombrer le Burkina là, de la nationalité burkinabé, qui ont leur cordon ombilical au Burkina, qui ont tout ici, sont allés se réfugier dans un pays voisin et restent là-bas pour faire une rampe de lancement afin d'enflammer le Burkina. Mais voilà son idée. On vous revient tout à l'heure, Monsieur Tall voudrait réagir. Oui, je veux réagir parce que j'ai une position, en tout cas j'ai une lecture de ce mot-là, donc la guerre de haute intensité à défendre, parce que pour moi, effectivement, la guerre n'est pas que militaire. On parle surtout de guerre informationnelle actuellement. Oui. Et en même temps, la guerre est aussi sur le plan du développement. Donc pour moi, quand le chef de l'État lâche ce mot, la guerre de haute intensité, pour moi, il me démontre que oui, le pays a tous ses sentiers ouverts. Le développement et la protection, puisque militairement, on parle de protection et de défense du territoire. Donc chacun devra jouer son rôle comme il se doit et doit s'entendre à toutes les éventualités. C'est ce qu'il veut dire. Mais en même temps, économiquement, tous les économies chevronnées doivent jouer le rôle sur tous les plans. Parce que vous voyez, pour moi, le terrorisme est né sous le fait de notre précarité. Donc quand on parle de guerre de haute intensité, il y a aussi ce point-là qui est permis que le terrorisme naisse, qu'il faut faire disparaître. Et pour cela, il faut aussi s'attaquer à ça de façon accrue, de sorte à ce que ce développement-là et ce fonctionnement de la liquidité se laisse voir. Donc sur tous les plans, le chef de l'État, cette adresse-là a son sens dans tous les maillons qui entourent, en tout cas notre nation. Et c'est pour cela que je pense que, oui, il ne faut pas voir que les armes retentissent, mais il faut voir l'intellect des intellectuels, donc de l'élite, booster vers le haut. Parce que ces pays-là, dont on citait le général français, la France suit un niveau est très visible en termes d'évolution. Et donc, oui, si nous voulons le tenir tête également, il faut mettre notre nation à ce niveau-là. Donc, tout le monde est interpellé. Non, c'est... Monsieur Sawargo était à l'aise dans son argumentation. Voilà, en disant que notre pays leur appartient. C'est bien ça? Ils considèrent que ça les appartient. Ce n'est même pas... Ce n'est pas une considération. Ça peut être même une réalité. Sauf si on a pu sauter certains verrous des indépendances. Je crois que l'indépendance concernait les pays, mais sans le sous-sol. Oui. Wow. Jusqu'à ce que les spécialistes en la matière nous apportent le contraire. Je crois que on nous avait donné notre indépendance politique, entre griffes aussi, indépendance entre griffes, mais le sous-sol est considéré, reste une propriété de la France. De la France. Wow. Voilà. On a vu pas mal de soucis politiques pour un arbre que quelqu'un a abattu à Tinkotoro ou bien à Banfoura. Voilà ce que cela a valu comme représailles sanctions. Voilà, judiciaires. Bon, et
nous sommes là, nous ne pouvons rien dire. Merci. Voilà. On va... Je vais répondre. Voilà, juste quelques voilà, secondes. Je suis parfaitement d'accord avec ce que monsieur le professeur a dit. Nous avions eu l'indépendance, une sorte d'indépendance politique. Mais l'indépendance, même la propriété de nos économies et de notre sous-sol, de notre sol, on l'a pas. Je m'explique rapidement. Oui, rapidement, juste quelques secondes, secondes, allez-y. Le Niger exporte son pétrole. Elle l'exploite, elle l'exporte et elle vend à qui elle veut. Oui. Mais qui savait que le Niger, avec le pétrole qu'elle peut raffiner et exporter? Je n'ai pas fini. L'uranium, elle vend à qui elle veut, au prix qu'elle veut. C'est cela. Et elle dormait dans le noir, tandis que son uranium éclairait des pays. Ça veut dire que nos terres ne nous appartenaient pas. Ne nous appartenaient pas. Monsieur Ouedraogo, cette lutte, cette guerre, est-ce que le Burkina Faso pourra véritablement réussir cette guerre? Parce qu'elle est à plusieurs niveaux. Vous savez, la guerre est mentale. Et nous avons cette mentalité de tenir. Parce que nous avons un leader qui est déterminé. C'est en cela, j'aime toujours dire, le président est un modèle. Tout ce qui entoure le président doit être des modèles. Et je revenais sur la piste en disant non, quand vous écoutez le président, quand vous regardez le président, vous avez vu son, comment on appelle ça, son état physique, il est athlétique. C'est cela. Mais ailleurs, là, c'était un président qui allait avoir une bédaine. Mais c'est pour dire que le président ne dort pas. C'est cela. Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement. Donc, à partir de sa physionomie même, vous devez comprendre que c'est quelqu'un qui se soucie du développement et du combat actuel que le peuple, ou du moins que les FDS et les VDP sont en train de mener sur le terrain. Il est focus guerre. Oui, c'est vrai qu'il est focus dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, mais comme on l'a dit, cette guerre, elle est sur plusieurs fronts. La guerre communicationnelle, déjà, il y a eu avec ce que nous avons vu hier, avec ce que nous avons vu déjà avec l'expulsion des 3 diplomates. Véritablement, est-ce que le Burkina Faso pourra véritablement être sur tous les fronts en même temps? Je vous dis qu'à l'heure actuelle, nous avons un mental d'acier. Ce n'est même plus un mental de fer. Nous avons un mental d'acier. Nous savons que, à partir du moment où la population a compris que c'est une manipulation internationale qui est en train de vouloir récupérer ce qui nous appartient, il nous revient, à l'heure actuelle, qu'on le veuille ou pas, il faut que nous accompagnions, que nous foncions et que nous gagnons cette guerre. Parce que le président l'a dit, si c'est le terrorisme interne, à l'heure actuelle, nous sommes en train de gagner. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Nous empêcher de pouvoir atteindre nos objectifs par rapport à leur plan qu'ils sont en train de fomenter. Donc c'est dire qu'il ne faut pas dormir sur ces... Même pas dormir. Il ne faut pas dormir. Et il ne faut vraiment pas dormir. Mais en plus de il ne faut pas dormir, le Burkina a l'obligation de gagner cette guerre. Et sur tous les fronts. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends M. Sawadogo dire que nous avons reçu l'indépendance politique et que notre sous-sol les appartenait, il faille que ce mental-là, cette compréhension-là, fout le camp de notre mental. Et il faut que ça se sente dans notre manière de faire. Et il faut que, oui, le colonisateur sache qu'effectivement, nous avons amorcé, on va dire, le développement. Une réaction de M. Congo? Oui, rapidement pour savoir. Et je crois que dans ma première intervention sur ce sujet, j'avais parlé des cibles voilà, de cette communication. C'est cela. Et j'ai parlé des citoyens, sans pourtant développer cet aspect. Mais à la question de savoir si nous allons réussir, nous allons nous en sortir, on peut poser la question de façon simple comme ça. Oui. Vous savez que nous avons commencé la lutte là quand? Je crois que les premiers cas terroristes remontent en 2015. Voilà. Oui. Avec l'attaque de Samorogon. C'est cela. Voilà. C'est en octobre 2015. Donc ça dit que bientôt 10 ans. 10 ans. Et on est rentré dans la phase véhémente de cette lutte-là avec le MPSR2 conduit par le président Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, je dirais même qu'on a ouvert tous les fronts. Et toute forme de bagarre a été activée. Et nous tenons toujours. Donc c'est pour dire que nous sommes déjà sur la bonne voie. Nous sommes déjà dans la victoire. Maintenant, par rapport à la déclaration du président, à nous citoyens, parmi les citoyens, ceux qui sont tous les jours au niveau des fronts, c'est cela. Mais les autres,
qu'est-ce que eux ils font? Nous autres, on fait quoi? C'est à cette question maintenant qu'il faut résoudre. Donc c'est dire que le chef de l'État doit faire une adresse. Tout le monde est en guerre. Je reprends le terme du président Laurent Gbagbo. On est en guerre. Les intellectuels, de quel que soit leur gabarit, leur corporation, chacun n'a qu'à voir comment il peut apporter à l'évolution de la situation. Voilà. Une réaction de M. Donc, je vais rebondir un peu sur ce que M. Tal dit. Effectivement, il a dit qu'il faut qu'on revoie nos pensées défaitistes en se disant que notre sous-sol appartient aux Occidentaux. C'est vrai. Mais aujourd'hui, là, c'est ce que l'AES fait. Nous avons quitté l'esprit de l'esclave colonisé pour prendre, voler de nos propres ailes et prendre nos responsabilités. Voilà pourquoi il y a toute cette adversité. Nous avons le monde entier contre nous. Les Occidentaux, des Burkinabés, des expatriés, des Burkinabés à l'intérieur qui souhaitent même que le pays sombre dans le terrorisme pour qu'on rebatte les cartes. C'est parce qu'on veut maintenant changer de paradigme, changer d'esprit et prendre nos responsabilités. Nous, voilà pourquoi on est le monde entier contre nous. Merci, M. Savadogo. Parlant de souveraineté, le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, c'est une guerre de décolonisation des mentalités, décolonisation dans la gestion, décolonisation également dans l'appropriation des biens et de tout ce qui appartient à l'Afrique. Mais en attendant, notre troisième sujet nous envoie au Mali. Le Mali, voilà, a obtenu un décaissement de 60 millions de dollars, soit 37 milliards de francs CFA, pour bien sûr aider le pays à supporter cette crise d'électricité que traverse le pays. On se pose la question, quand on connaît un peu les institutions de Bretton Woods avec leur service d'endettement, on se pose la question, quel est véritablement le contrat qui a été signé avec le FMI pour que ce décaissement soit véritablement fait? Parce que nous sommes dans une logique de souveraineté, n'est-ce pas? Et dans cette optique, voir aujourd'hui le Mali aller vers ces institutions-là, on se pose véritablement la question, qu'est-ce qui se passe véritablement, M. Savadogo? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de, voilà, de se réapproprier voilà, tout ce qui nous revient. Mais, M. Pavana, c'est simple. On n'a pas dit Banque mondiale. C'est cela. Est-ce que le Mali est exclu du monde? Pas du tout. Je m'explique. Les trois pays de l'AES, là, avec le cas malien, dites-moi, est-ce que le monde entier s'est réuni pour dire le Mali est banni du monde? C'est un pestiféré, ce sont des diables à ne plus fréquenter. On reproche quoi au Mali? Simplement parce que la gouvernance, c'est par un coup d'État géré par des militaires. C'est ça seulement, non? En quoi les organismes de financement internationaux vont bannir le Mali? On ne bannit pas le Mali. Non, je la dis, question qu'on se pose... Les 37 milliards que la Banque mondiale a donné ne doit pas souffrir de débat. Le Mali fait partie du Conseil des Nations. Monsieur Savadogo, si les organismes de financement internationaux estiment que le Mali est tellement infréquentable que si vous voulez prêter de l'argent, c'est un événement extraordinaire. Monsieur Savadogo, on va recadrer un peu les choses. On va rester dans cette logique-là. Tout à l'heure, nous avons dit le Mali n'est pas exclu de cette institution financière. Mais la question que nous nous posons, au regard des programmes, qu'on a dit tout à l'heure, du programme d'ajustement structurel, le plus souvent auquel sont soumis beaucoup de pays africains lorsqu'ils s'endettent auprès de ces institutions de Bretton Woods, on se pose la question actuellement, avec la posture du Mali actuellement, quel est le contrat derrière? Le contrat derrière, c'est la question qu'on se pose. Bon, le contrat derrière, son Excellence, Monsieur le Président, Assimi Goïta, son régime, ils ne sont pas éternels. Ils vont partir un jour. Il y aura une démocratie qui va venir civile comme ils le veulent là. Mais c'est toujours le Mali qui se serait endetté. Hein, et c'est d'autres fils, d'autres pouvoirs qui vont venir. Donc, parce que moi je ne vois pas où c'est tout le côté extraordinaire que la Banque mondiale prête de l'argent au Mali. Il y a quoi? Parce que c'est un régime militaire. Ils ne sont pas éternels. M. Savadogo l'a dit. M. Savadogo l'a dit. La transition va s'endetter et une démocratie va s'installer et ils vont pouvoir gérer la dette. Absolument. Non, vous savez, à l'heure actuelle, tous ceux qui gèrent l'AES
gère l'AES dans une logique de responsabilité. C'est cela. De partenariat gagnant-gagnant. Prendre l'argent au niveau du FMI, ce qui est derrière le contrat, tout ce que je peux dire, c'est que ce ne sont pas des accords qui vont amener le Mali à devenir esclave du FMI. Ce n'est même pas possible. Parce que même FMI, peut-être, va revoir ces textes pour aller dans un sens de partenariat gagnant-gagnant. Et je suis convaincu d'une chose. Les ennemis ne sont pas contents parce que tout simplement, ils trouveront que le Mali se trouve peut-être genre une bouffée d'oxygène pour pouvoir régler leur problème d'électricité. Mais est-ce que c'est interdit pour un pays responsable d'aller dans un sens pour demander ne serait-ce qu'un appui financier pour régler un problème social? Et dans la même période, le Nigeria également a demandé 2,25 milliards de dollars également pour pouvoir soutenir son économie également qui souffre aussi. Maintenant, la question qu'on se pose, M. Sawadou l'a dit tout à l'heure, la transition va s'endetter et le régime démocratique qui viendra après va endosser cette responsabilité. C'est un endettement responsable. Ça, je peux le dire haut et fort, c'est un endettement responsable. Par rapport à d'autres qui ont eu le temps de s'endetter d'une manière exponentielle, mettant ces générations à genoux, presque. Je suis convaincu. Monsieur Tal, ça c'est clair. Monsieur Tal, lorsque M. Sawadogo dit que ce régime va s'endetter et que le régime démocratique qui viendra après va pouvoir endosser la responsabilité du remboursement de la dette. Je ne le dirai pas de la même manière, parce que pour moi, effectivement, qu'on le veuille ou pas, la gestion publique, donc la gestion présidentielle est une continuité. Donc, c'est vrai que ça va dans son sens, mais je n'utilise seulement pas ces mots pour dire que ce n'est pas mauvais de s'endetter. Surtout quand c'est pour une question d'ordre social, comme celle-là au Mali, parce que oui, vous convenez avec moi que les délestages ou bien les coupures d'électricité sont abusifs. Et ça met véritablement un pays à genoux. Et pour cela, effectivement, même s'il y a eu deal pour arriver à cette dette-là, je pense que c'est des bonnes guerres et c'est très responsable, comme disait M. Sawadogo. Parce que oui, et M. Ouedraogo plutôt, parce qu'il faut mettre sa population, en tout cas, dans le minimum social. Et pour cela, je pense que les dirigeants maliens n'ont pas véritablement mal fait d'aller contracter cette dette-là. Et puis, le règlement de la dette, pour moi, tout ce qu'un gouvernement fait s'inscrit dans la continuité. Donc, ça fait plus simpliste, ça fait plus doux. Et puis, le Mali fait partie du monde, comme l'a dit M. Bien sûr, nous n'avons pas exclu le Mali. Et donc, pour cela, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI. Logiquement, eux-mêmes devaient, en tout cas, ces administrateurs de ces institutions financières-là, devaient eux-mêmes faire du lobbying vers ces pays de l'AES par rapport à leur déficit. Parce que plus ils empruntent, plus ces institutions financières-là fonctionnent. Donc pour moi, c'est parce qu'on veut trop diaboliser ces États-là que peut-être on voit un problème. Sinon, il y a des pays qui s'endettent plus que ça. Je veux mon regard. Merci bien. Monsieur Congo, au regard de cette situation, est-ce que le moment il est bien choisi? Bon, je crois que la problématique du sujet là est relative aux nouvelles orientations des pays membres de l'AES, notamment le Mali, par rapport à l'acceptation de ce prêt. Voilà. Bon, en la matière, je me dis que le Mali, comme tout autre pays, peut contracter un prêt. Oui, ça c'est clair. Voilà, parce que d'ailleurs, on ne prête pas aux faibles. Voilà, on prête à celui qui est capable de pouvoir rembourser. Effectivement. Voilà, en cela, c'est l'autorité, c'est le prestige du pays malien qui gagne. C'est cela. Vous savez, les réunions de printemps de 2024 qui ont accouché de ce prêt-là, c'est un cadre orienté développement durable. C'est cela. Alors qu'aujourd'hui, il y a un grand projet mondial. Depuis 2015, on a commencé par les OMD,
cela. Les objectifs du millénaire pour le développement. Cela. On a évalué, on a vu que les objectifs n'ont pas été atteints. On a reconduit une deuxième phase qu'on appelle les ODD. C'est cela. C'est sous l'angle des ODD que on a pu donner ce prêt-là au Mali. Donc, il n'y a pas de problème. Toutefois, il faut faire attention à ces structures. Et on peut lier avec les déclarations de la France ou bien d'autres personnes de la France à ces choses. À ces choses-là. Voilà, parce que, vous savez, il y a eu un grand économiste, Joseph Stiglitz, les financiers, les économistes connaissent bien ce monsieur, qui a démissionné de la Banque mondiale dans les années 90 parce qu'il a trouvé que les mesures que la Banque mondiale et les FMI appliquent pour les pays développés, soit disant que c'est pour les accompagner à les pays moins développés. Pour dire que c'est pour les accompagner à se développer, les mesures là sont suicidaires. Et nous avons devant nous, en 90-94, on était dans les passes, on a vu ce que ça donnait. Donc il faut regarder ça avec aussi des loupes pour ne pas tomber dans leur piège. Sinon, les 37 milliards, c'est par rapport à l'or que le Mali a déposé là-bas depuis à compter de 1944. Donc c'est pour dire que c'est un droit absolu à l'État malien. Et l'État malien peut en faire usage. Monsieur Savadogo, allez-y. Je dis, M. Pafanam a posé une question qui m'a fait sourire. Il me dit qu'est-ce que le moment est bien choisi pour un pays du Sahel dont les délestages sont à la mode. Il demande de 37 milliards pour lutter, pour avoir de l'électricité. Voilà, le moment bien choisi. Je termine rapidement en disant que son Excellence, Monsieur le Président Feu, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait 2 mandats. Ces 2 régimes-là, son régime-là, a laissé des dettes que la transition est venue trouver. Elle paye une partie, et pourtant elle n'a pas contracté. La transition d'aujourd'hui, de Assimi Goïta, les dettes qu'elle va prendre là, c'est au nom du Mali, c'est pas au nom de lui. Donc comme l'administration c'est une continuité, demain s'il n'est plus au pouvoir, aujourd'hui lui il paie les dettes de Ibeka. Demain les gens vont payer ses dettes, mais c'est les dettes de l'État malien, donc moi je ne vois pas de problème à ce niveau. Nous restons toujours au Mali avec encore cette situation qui continue, voilà, avec la suspension des partis politiques. Voilà, nous avons assisté également à cette situation. Après, nous avons également assisté à la suspension des activités des médias au Mali. Il y avait un mutisme au niveau de la transition malienne. Il y a eu le dialogue intermalien. Il y a eu également la reconduction également des autorités de la transition malienne également. Et nous avons également, voilà, dans ces dernières 72 heures, on va dire, ces associations, organisations à caractère politique réunies au sein d'une organisation ayant signé une déclaration le 31 mars dernier qui a saisi la Cour suprême du Mali pour que le décret interdisant leurs activités soit levé. Chers chroniqueurs, on va ensemble décrypter également cette situation toujours au Mali. Est-ce que le bras de fer aura lieu entre ces organisations, parce que c'est plus de 80 partis politiques et des organisations de la société civile et la transition malienne. Monsieur Ouedraogo. Bon, je vais vous dire, moi je ne sais pas, franchement, ce qui se passe au Mali, j'ai comme l'impression que les gens ne savent pas réellement à quoi le Mali est confronté. Parce que c'est la Cour suprême que les organisations de la société civile ont saisi. Oui. La Cour suprême est pilotée par des Maliens qui vivent au Mali, qui connaissent les réalités du Mali. Mais je peux, au risque de me tromper, demander à ces hommes-là du Mali-là d'être objectifs et trancher objectivement. Trancher objectivement. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce point. Et dans cette objectivité-là, qu'est-ce que vous voyez dans cette objectivité-là? Non,
moi je pense quand même que trancher objectivement et d'une manière responsable, c'est aller dans le sens du président. Aller dans le sens du président. Ça, aussi et nous vous rappelons que pour la reconduction également des autorités de la transition, il y a eu seulement que 4 partis politiques qui ont été maintenus. Monsieur Sawadogo, à quoi doit-on s'attendre véritablement? Un bras de fer aura-t-il lieu? Ou la Cour suprême également prendra ses responsabilités de façon objective, comme l'a dit M. Ouedraogo? Je dis, M. Ouedraogo a tout résumé. Ça fait qu'il y a plus grand chose à dire. Je vous dis, la Cour suprême, c'est des Maliens. Le Mali fait près de 1 254 ou bien c'est 270 000 km². C'est la partie Bamako en venant là. Il y a près d'1 million de km², incontrôlable, incontrôlé. C'est tellement vaste que c'est là-bas, c'est le foyer incandescent du terrorisme international. Le terrorisme afghan, syrien, qu'on appelle irakien, ils se sont déportés là-bas. Et c'est là-bas la flamme incandescente. Les militaires sont venus. Ibrahim Boubacar Keïta et Goïta est venu. La première des choses, il a montré, il a fait ses preuves. En annulant d'abord les accords d'Alger et en récupérant Kidal. Les Kidalais sont aujourd'hui heureux et vivent normalement. Et il est en train de se battre pour récupérer le reste du territoire. Maintenant, pour revenir un peu dans le même sens que M. Ouedraogo, ils ont saisi la Cour suprême. La Cour suprême est composée par les Maliens. Je vais sur un principe. Vous avez demandé à savoir s'il y aura un bras de fer. C'est simple. La Cour suprême n'a qu'à dire aujourd'hui, et la transition, vous êtes arrivé à votre fin. Les militaires rentrent dans votre caserne. Dans 3 mois, les civils faites vos élections. Demain matin, une semaine après, Kidal sera repris. Les terroristes vont essaimer encore le Mali. Je dis, quand vous dites 80 partis politiques là, quand vous dites 80 partis politiques là, je vous dis, s'ils veulent, on leur remet le pouvoir dès matin. Hein? Je vous dis, vous allez voir, les terroristes vont à Bamako. Ils n'ont qu'à patienter, les militaires vont dégager le terrain, ils vont venir prendre leur pouvoir. Merci. Voilà. Merci. Une réaction rapidement de M. Tal. Je pense que, tel que M. Sawadogo et M. Ouedraogo ont posé le débat, il est extraordinaire, mais en même temps, je pense également que les dirigeants actuels du Mali sont un peu dans un esprit protecteur de leur pouvoir. Ce qui fait que oui, le mot, sinon votre question, est-ce un bras de fer? Oui. Je pense que si on reste dans cette compréhension de protéger son pouvoir, un bras de fer risque de se laisser voir à partir de la saisine du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Tous ces partis politiques-là font partie de la couche malienne. Alors quand on est un dirigeant, qu'on est au pouvoir après un coup d'État, sur 2 reprises, et maintenant la 3e reprise, il y a eu report par rapport à notre Daïtland, ça sous-entend que oui, nous sommes des êtres humains. Nous pouvons reprocher à ceux que nous avons démis de leur pouvoir le fait qu'ils ont mal géré. Et nous, pour bien gérer, que devons-nous faire? Ça requiert l'appel à l'attention de tous et à l'apport de tous dans un climat apaisé, où chacun se voit respecté. Mais tant que ça restera comme nous sommes en train de tout faire pour protéger notre pouvoir, oui, ça laisse. Sinon, nous faisons net cet esprit de bras de fer. Donc, et le peuple, le pouvoir malien n'a pas besoin de ça présentement. N'a pas besoin de ça pour le moment. Mais manage mal, on va dire, ces instances. Donc, c'est dire que vous ne partagez pas l'avis de M. Ouedraogo qui dit que la Cour suprême doit trancher de façon objective au regard de la situation qui prévaut. Je dirais que, pour moi, effectivement, elle doit trancher de façon objective, mais dans le sens de lever ces sanctions-là contre ces organes. Contre M. Congo. Bon, je crois que le problème, c'est de savoir s'il y aura affrontement ou pas. C'est là la question. C'est là la question. Là la question. Ok. Si telle est la question. Est-ce que la Cour suprême doit trancher de façon objective, comme l'a souhaité M. Ouedraogo, en remettant les choses en l'état, au regard de la situation que vit le Mali,
ou encore donner cette liberté-là aux partis politiques et organisations à caractère politique pour éviter le bras de fer? Ici, nous sommes dans ce duel entre la légalité et la légitimité. Voilà. Et chacun du public des deux camps fait son job. C'est cela. Voilà. C'est-à-dire que les politiques font leur job. Ce sont les animateurs de la scène politique. Ils sont là pour ça. Et selon eux, personne ne peut leur ravir voilà, cet espace, cette occasion-là. Les acteurs aussi de la transition, ce sont des politiques actuels du moment qui se croient être investis d'une certaine mission. Voilà. Et ils se croient être investis d'une responsabilité. Donc, je dis chacun fait son job. Et si chacun va être campé sur sa position, bon, bien sûr que ça sera difficile. Voilà, il y aura ce qu'on appelle un phénomène éclectique. Effectivement. Et heureusement que quand on est en face des situations comme ça, surgissent des esprits géants qui arrivent à apaiser les tensions. Et là, je rejoins un peu l'idée de M. Ouedraogo. La Cour constitutionnelle doit s'élever en esprit. Voilà. Et pousser son curseur vers la légitimité. Bon, tout en laissant la légalité. Voilà, la légalité en attente. Voilà. Merci infiniment, chers chroniqueurs. Le débat, on peut le continuer à la maison, on peut le continuer avec nos amis et également au-delà de ce plateau avec nos chroniqueurs, bien sûr. Merci de nous avoir suivis, mais bien avant, la phase recommandation-solution en 1 minute pour nos différents chroniqueurs. Nous commençons avec M. Sawadogo. 1 minute, chrono. Nous allons commencer avec la situation au Togo rapidement, en quelques secondes. D'abord, je souhaite que les Togolais puissent s'entendre et prendre l'exemple de ce qui se passe dans l'AES. Dans nos contradictions, c'est le terrorisme qui est venu nous mettre tous d'accord. C'est cela. Deuxièmement, par rapport au discours du président, chaque Burkinabé doit savoir qu'il y a des ennemis au monde nettoyé. Ça, c'est bien. Troisièmement, rappelez-moi un peu le troisième sujet. Le Mali. Voilà, le Mali avec les partis politiques. C'est ça que je dis. Ibrahim Boubacar, quand il voulait aller à Kidal, les indépendantistes avaient exigé que ce soit un avion de l'ONU qui les prend. Arrivé, sa garde rapprochée, on les met de côté et c'est les indépendantistes. Et c'est eux qui lui disent, tu dois faire tant de minutes, tu dois recevoir un tel et tel. Et s'il reçoit quelqu'un, ils sont là pour écouter. C'est ce Mali qu'ils veulent. Ça va venir. On peut leur donner le pouvoir, on sait comment ça va se passer. Le Mali également qui obtient 60 millions de dollars. Bon, 37 milliards, avec cette canicule-là. Bon, je félicite le FMI, mais c'est que le Mali n'a jamais été banni du Conseil des Nations. C'est de bonne guerre alors. Merci. Monsieur Congo. Oui, pour le Togo, je dirais aux citoyens togolais épris de démocratie qui doivent lutter et âprement. C'est cela. Parce que, pour paraphraser le capitaine Thomas Sankara en s'adressant aux Maliens en son temps, je crois que c'est ça qui a donné des idées pour le coup d'État de le président, celui qui a destitué Moussa Traoré. Moussa Traoré. Voilà, celui qui a destitué Moussa Traoré. Le capitaine Thomas Sankara, dans un discours, leur disait que la liberté ne se donne pas. Elle s'octroie. Voilà. Pour le deuxième sujet, concernant la déclaration du président Ibrahim Traoré dans les cascades, je dirais que Dieu aime le Burkina Faso car par ces temps qui courent, il a ouvert nos yeux. Voilà. Maintenant, engageons-nous car chacun de nous peut faire quelque chose. Et là aussi, il y a une citation de Gandhi qui a dit que si tu penses que tu es petit pour faire quelque chose, il faut regarder le moustique. Oui, il est trop petit, mais il nous dérange et il nous empêche de dormir. Chacun de nous n'a qu'à faire quelque chose. Effectivement. Pour le premier cas malien par rapport aux 37 milliards, je dirais félicitations à la diplomatie malienne
qui s'est avérée payante. Maintenant, ils n'ont qu'à bien utiliser aussi cette manne, voilà, pour que finisse définitivement cette histoire de délestage. Parce qu'avec 37 milliards, on peut même reprendre le système, voilà, pour que tout fonctionne à merveille. Pour le deuxième sujet, c'est encore leur prêcher vraiment l'esprit de responsabilité, voilà, pour que, en tout cas, cette transition-là continue. Bon, de toute façon, un jour viendra, l'espace public sera encore ouvert. Voilà, pour les politiques. Merci infiniment, M. Congo. M. Tal. Oui, je dirais... On commence par le Togo. Pour le Togo, que oui, d'abord, je dirais que la CEDEAO se doit d'être, en tout cas, jouer la carte de la prudence, parce que oui, l'institution est mal au point, donc qu'elle joue véritablement la carte de la prudence, et demander au peuple togolais également de mettre en avant cet esprit convivial-là. Je pense que ça va les permettre de résoudre ce précédent-là. Okay, merci. Et puis, au Burkina Faso, je dirais que le capitaine Traoré a démontré que chacun et chacune de nous doit donner le meilleur de lui par rapport à ce qu'il occupe comme responsabilité. Et donc chacun est interpellé individuellement sous le leadership d'un capitaine très vaillant, très vivant et très bien dans ses bottes. Et donc que chacun fasse l'effort de donner le meilleur de lui dans ce qu'il occupe comme rang. En tout cas, citant les défenseurs de la nation jusqu'aux administrateurs publics et passant par les ministres. Merci. Que Dieu nous aide. Et puis, concernant le Mali, oui, pour les 37 milliards, je dirais que oui, pour lutter contre la calicule, donc c'est de bonne guerre, et fasse Dieu que ça paye. Et concernant effectivement ce problème à la Cour suprême, je demanderai véritablement à tout l'organe de gestion malienne, depuis la présidence jusqu'au parti politique, de mettre en avant, en tout cas, si je pense, de penser plutôt au bien-être social et pour le bien de leur nation. Merci infiniment. Monsieur Ouedraogo, solution, recommandation. Merci. Bon, moi, franchement dit, je voudrais féliciter d'abord le président de Faso pour sa communication franche. Quand vous l'avez suivi auprès des élèves de Péné, là, vous restez... Non mais, en fait, il communique, mais quand vous le regardez, vous sentez que quelqu'un est en train de dire, mais ces enfants-là, si on ne se lève pas, ils n'auront pas un avenir. C'est cela. Moi, c'est ce que je lisais à travers sa communication. C'est très important. Je le félicite parce que cette communication va au-delà de Burkina Faso. C'est cela. Et j'ai toujours une équation que j'appelle Y est égal à AX plus B. A là, j'ai toujours appelé ça la conscience, la vérité, la droiture. Le X là, c'est ce que j'appelle l'entourage. Vous comprenez? C'est l'inconnu de l'entourage. Ensuite, le B, c'est la confiance. Ça, c'est l'équation qui c'est une variable. Oui, c'est la confiance. J'ai dit B là. Maintenant, par rapport au Mali, je voudrais demander à l'opposition malienne de s'opposer responsable. Ça veut dire que aller dans le sens de l'intérêt de la nation, que de ne pas aller dans l'individuel, l'égoïsme. Par rapport au Togo, CEDEAO, si je peux le dire de faire pardon, laisser le Togo au risque de perdre un allié. Je vais parler de l'impérialisme qui risque de perdre un allié. Parce que l'AES a les bras ouverts. C'est cela. Et on va toujours demander, toujours le Togo sera le bienvenu dans l'AES. Merci, M. Ouedraogo. Merci à vous, chers chroniqueurs. Et M. Congo, merci infiniment. M. Sawadoué également, merci à vous. Merci M. Tal. Merci M. Ouedraogo. Fidèles téléspectateurs de cette Afrique, c'est là tout le sens de cette émission. Échanger malgré nos contradictions, nous proposons également des solutions, des avis afin que l'Afrique réussisse toujours. Merci et à la semaine prochaine.